quels peuvent être les apports, en tout cas, de l'économie agricole rurale, devrais-je dire, dans le contexte actuel par rapport à la question de l'emploi des jeunes autres? Est-ce que l'économie agricole rurale a un rôle à jouer dans ce moment-là? Si oui, comment on pourrait essayer, dans le cadre de cette étude-là, de véritablement prendre en compte cet aspect-là et de donner d'autres niches de travail, des emplois pour les jeunes, aussi bien en milieu urbain que rural? Bon, il faut dire que d'ailleurs, de façon triviale, lorsque vous regardez nos pays, le secteur agricole est le premier secteur qui emploie donc les actifs à tous les niveaux qu'ils soient. Donc sa contribution est déjà là, évidente. Nous, à notre niveau, c'est de pouvoir améliorer cette capacité contributive-là. Il y a déjà une situation. En étudiant les marchés, notre objectif justement, c'est de mettre en évidence les inefficiences, les insuffisances de ce marché-là pour permettre au secteur agricole de mieux faire vivre donc, ces actifs. C'est ça en tant que tel. Et j'aime dire que l'idée aussi, c'est de changer un peu la vision qui est donnée à l'agriculture. Il faut qu'à un moment donné, par rapport aux opportunités, puisque vous voyez, on va étudier l'efficacité comparée, la productivité, on pourrait voir et faire voir aux jeunes qu'il ne faut plus voir le milieu agricole comme le milieu, je ne sais pas, comme on le voyait avant, c'est ceux qui ne peuvent pas aller ailleurs, mais que c'est véritablement un secteur porteur à lui seul. Et c'est à mon avis en cela qu'on peut donc permettre à ce secteur-là de faire vivre les jeunes et d'un autre côté pour les jeunes donc de prendre au sérieux ce secteur et de savoir qu'ils peuvent vraiment vivre Parce que pour moi, j'aime le dire, il y a une image qui a été construite autour de l'agriculture qui est toujours là. C'est l'image donc du colon pour lesquels ceux qui ont réussi sont des fonctionnaires et ceux qui n'ont pas réussi sont alors dans les arts, les métiers, dans l'agriculture. Il faut que cette image-là soit un peu brisée et qu'on puisse voir l'agriculture ou le secteur agricole comme un secteur à part entière qui fait vivre donc ses actifs et qui n'est pas, à mon avis, lorsqu'on regarde les autres économies, les derniers des secteurs. Une dernière question. Vous savez que cette étude-là prend en compte l'aspect genre comme élément important de sa mise en œuvre et nous aimerons savoir également votre point de vue sur une telle opportunité et comment, en tout cas au niveau du Burkina, vous comptez intégrer cette donne-là dans cette étude. Bon, il faut dire que ce ne serait pas au niveau du Burkina seulement, c'est dans tous les pays que la question genre va être intégrée. Et pour rebondir tout de suite à la question, une des manières de l'intégrer, c'est de prendre par exemple les caractéristiques spécifiques des filles qui sont dans les marchés ruraux et qui sont concernées par les marchés ruraux et qui migrent vers les villes pour d'autres marchés spécifiques comme les aides familiales. Dans le cas du Burkina, c'est plutôt rare donc de voir les garçons s'insérer dans ce marché, c'est surtout des filles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce domaine-là, en termes de migration et de marché, les filles sont effectivement plus nombreuses que les garçons à occuper ce segment de marché. Et donc, une des façons de prendre cela en compte, c'est par exemple de déterminer bien les niches dans lesquelles les filles ou les femmes se logent, de les étudier et de les comparer donc au réseau des garçons et de voir en quoi ces réseaux-là sont différents et sont liés à une question donc, du genre, à une question d'être garçon ou fille. Et de dire en définitive, est-ce que les filles s'en sortent mieux dans ces créneaux que les garçons? Est-ce que c'est des boulots qui peuvent, du travail qui peut les faire vivre décemment, donc, etc. Donc statistiquement, c'est déjà d'inclure dans l'échantillon le genre féminin par rapport à cette problématique-là, à un niveau, en tout cas, de départ, comme on l'a déjà fait jusque-là. Vous allez me permettre de rajouter une seule question. Une telle étude, à mon avis, nécessite une démarche méthodologique et une orientation sur le plan de la démarche scientifique tout à fait claire qui mobilise un certain nombre d'éléments. Et aujourd'hui, comment un peu vous voyez en perspective tous ces éléments-là? Comment on va structurer toute cette recherche-là sur le plan de la démarche, sur le plan de la méthodologie et même de l'organisation de ces études? Bon, pour la démarche, il y a plusieurs niveaux.
D'abord l'approche. Je pense qu'au niveau de l'approche, ce qu'il faut faire et ce qu'on est en train de faire, c'est définir un certain nombre de concepts. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va entendre par migrant, qu'est-ce qu'on va entendre par employé, qu'est-ce qu'on va entendre par travail, qu'est-ce qu'on va entendre par migration, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, et donc qu'est-ce qu'on va entendre par marché. Okay? Donc une fois qu'on est d'accord sur ces points, l'idée c'est de délimiter nos zones d'études. Parce qu'on ne peut pas, avec les moyens disponibles et le temps, couvrir les territoires, l'ensemble des territoires. On pourrait imaginer que cela peut se faire dans les années à venir, mais là il serait vraiment intéressant pour les 2 ans qu'on a de se focaliser sur des zones précises. Et de plus en plus la méthodologie se précise. Donc nous avons 2 types de zones, les zones de destination et les zones de départ. Donc il y a 2 approches que moi je propose qui peuvent être complémentaires selon les cas. La première, c'est déjà à partir des zones de destination, déterminer statistiquement les principales zones de départ dans chacun des pays. Et une fois qu'on a déterminé ces zones-là, on peut retourner maintenant étudier les caractéristiques des marchés et revenir comprendre comment suivre le mouvement des migrants, donc pour voir quels sont les justificatifs. Donc pour moi, a priori en tout cas statistiquement, c'est comme ça que je vois la chose. Parce que là, ça permet d'avoir des échantillons beaucoup plus représentatifs et des circuits qui décrivent un peu la réalité du pays. Dans un autre cas, donc ça c'est le cas où on étudie les zones de destination pour identifier les zones de départ et aller vers elles pour les étudier. Mais la deuxième des choses, c'est d'avoir déjà peut-être des données disponibles sur les zones de départ, d'être sûr que c'est l'une des principales zones de départ et d'y aller directement. Bon, là, ça suppose qu'on on a les données, etc., qui définissent et qui permettent de choisir directement cette zone. Sinon, a priori, cette démarche, elle est intéressante parce qu'elle permet d'aller vite, elle diminue les coûts, mais elle peut poser un problème si on veut vraiment parler en termes de représentativité du pays. Donc, je dirais que l'autre approche, elle est peut-être longue et difficile, mais elle permet quand même d'avoir une idée beaucoup plus concrète. Alors, une fois qu'on a ces zones-là sont identifiées, je crois qu'on va, pour les zones de destination, on va s'arrêter à 2, dont une urbaine et rurale. Et pour les zones de départ, selon les difficultés, les cas, peut-être qu'on va choisir 2 ou 3 également, en prenant le soin d'avoir une zone rurale et une zone urbaine pour pouvoir avoir des mouvements croisés et pouvoir les comparer. Donc, lorsque ces zones-là seront clairement définies, à ce moment, on va opérationnaliser l'échantillonnage. C'est-à-dire qu'on va faire des missions de prospection, identifier réellement la population mère qui va être concernée, et en ce moment, on va passer par sondage pour tirer les ménages qui seront concernés. Donc pour l'heure, on a une approche ménage, mais je pense qu'on peut l'approfondir en faisant une étude aussi individuelle pour pouvoir donc suivre vraiment les activités individuelles d'un certain nombre de personnes. Concrètement, la démarche va se faire la collecte va se faire sur la base principalement de questionnaires, mais on aura des focus group et en sociologie ce qu'on appelle des histoires de vie. Parce que souvent en statistique, lorsqu'on a les données, on a des pourcentages, on a des taux, mais lorsqu'on n'a pas le suivi des données qualitatives, parfois c'est difficile d'expliquer pourquoi un tel taux et pas un autre taux, pourquoi pour les filles ça se présente comme ça et pas. Donc le fait de faire des focus group en discutant, c'est des histoires de vie, ça permet de comprendre pourquoi par exemple à Dakar il y a un tel taux et à Ouagadougou, etc. Dans le cas de focus group, c'est souvent intéressant parce que ça réunit 8-10 personnes et on pourrait l'utiliser pour identifier de manière participative les politiques à proposer aux autorités, aux décideurs. Et donc, ce seront les 3 outils essentiellement qu'on va utiliser et on sera amené évidemment à recruter des enquêteurs. Alors au départ, dans notre projet, on a prévu 1500 ménages au total, en regardant un peu, en utilisant des approches statistiques, mais aussi en regardant l'envergure de l'étude en comparaison avec ce qui est fait d'habitude. Donc
On estime qu'autour de 1500 ménages sont raisonnables. Ça permet de répondre de manière scientifique et statistique aux questions qui sont posées. Donc les enquêteurs pourront aller sur le terrain, collecter des informations qui seront à la suite analysées à l'aide de différents logiciels comme SPSS et Stata, etc. selon maintenant les compétences ou les choix que l'équipe pourra faire à ce niveau-là. Et donc la principale entrée qu'on va faire maintenant, c'est d'arrêter ces zones et définir un calendrier avec des deadlines pour pouvoir donc arriver au bout en respectant les délais qu'on s'est donnés dans les engagements qu'on a pris. Voilà en gros l'approche que nous avons, la méthodologie. Je m'excuse d'avoir été long avec vous, je vous remercie.